Dans cet épisode d'Énigmes noires, nous allons plonger au cœur d'une affaire qui a révélé les dangers insoupçonnés qui pesaient sur une jeune femme et le chagrin incommensurable d'une famille confrontée à l'impensable. Il s'agit de l'histoire d'Anitra Gunn, une jeune femme de 23 ans disparue le 14 février 2020 à Fort Valley, en Géorgie. Au début, sa famille pensait qu'elle était peu, être simplement occupée. Mais à mesure que les heures se transformèrent en jours, l'espoir fit place à la peur. Une vaste opération de recherche fut lancée dans toute la région. 4 jours plus tard, cette quête prit fin de manière dévastatrice lorsque le corps d'Anitra fut retrouvé. La Saint-Valentin est une journée dédiée à l'amour, où les couples, les familles et les amis trouvent de petites façons de se rappeler mutuellement à quel point ils sont chers les uns aux autres. Mais pour une famille en Géorgie, la Saint-Valentin ne sera jamais synonyme de rose ou de chocolat en forme de cœur. Au lieu de cela, elle est devenue le jour où leur cauchemar a commencé. Anitra Gunn était jeune, belle et pleine de vie. Elle était en dernière année d'université poursuivant ses rêves, entourée de personnes qui l'adoraient. Elle avait déjà enduré le genre de perte que la plupart des jeunes de son âge ne pouvaient imaginer, mais elle continuait d'avancer, déterminée à construire un avenir. Et puis, soudain, elle disparut. Les appels restèrent sans réponse, les messages cessèrent. Dans le silence qui s'ensuivit, ceux qui l'aimaient le plus sentirent le sol se dérober sous leurs pieds pour toujours. Anitra Gunn est née le 6 novembre 1997 à Camp Hill, en Alabama. Elle était la fille de Christopher Gunn et Melissa Shearhouse et avait 2 frères et sœurs, un frère et une sœur. En 2014, la tragédie frappa lorsque sa mère fut tuée dans un accident de voiture. Anitra n'était qu'une adolescente et ce fut une perte dévastatrice. Mais ceux qui la connaissaient dirent qu'elle porta son chagrin avec une force tranquille. Son père déclara plus tard qu'elle était devenue le centre de son monde, sa fierté et sa joie. Anitra passa la majeure partie de son enfance à Atlanta, où elle fréquenta la Westlake High School. Ses amis de l'époque se souviennent d'elle comme d'une personne brillante et fiable, toujours souriante. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, elle s'inscrivit à la Fort Valley State University, une université historiquement noire de Fort Valley, en Géorgie. Elle y étudia les arts visuels et du spectacle, s'investissant pleinement dans ses cours et son travail créatif. Elle chantait dans les chorales de concert et de gospel de l'école, où ses camarades de classe décrivaient sa voix comme étant pleine d'âme. En dehors du campus, elle travaillait dans un restaurant local, prenait du temps pour ses amis et restait proche de sa famille. Amis et professeurs disaient qu'elle avait le don de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux. Une amie rapporta aux journalistes qu'elle était toujours là pour les autres, tandis que son père parlait d'une jeune femme qui avait surmonté tant d'épreuves et s'apprêtait enfin à embrasser son avenir. Au début de l'année 2020, Anitra n'était qu'à quelques mois de l'obtention de son diplôme. Elle avait les yeux rivés sur l'avenir, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. À 23 ans, elle se tenait au seuil de tout ce pour quoi elle avait travaillé. Et de l'avis de tous, elle était prête. Mais autant sa vie était remplie d'amour et de promesses, autant une relation compliquée commençait à peser lourdement sur elle. Dans les mois précédant sa disparition, Anitra entretenait une relation tumultueuse, faite de ruptures et de réconciliations, avec DeMarcus Little, également âgé de 23 ans. Les deux s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun, et à l'automne 2019, ils passaient de plus en plus de temps ensemble. DeMarcus était un soldat de l'armée américaine stationné à Fort Gordon, à Augusta. Pour sa famille, c'était un jeune homme discipliné, élevé dans l'église, quelqu'un qu'il décrivait comme respectueux et fiable. Mais pour les proches d'Anitra, la situation était tout autre, leur relation était rapidement devenue compliquée. Des documents judiciaires et des messages textuels révélèrent plus tard qu'en septembre 2019, des disputes avaient déjà éclaté. Anitra confia à ses amis qu'elle se sentait souvent manipulée, que la relation la laissait épuisée plutôt que soutenue. Dans un message qu'elle lui envoya en novembre, elle lui dit clairement qu'elle pensait qu'ils devraient arrêter de se parler parce que chaque conversation la faisait se sentir manipulée. DeMarcus, cependant, ne lâcha pas prise si facilement. Dans d'autres messages, il l'accusa de jouer avec lui, de fréquenter d'autres hommes et menaça même de se faire du mal si elle mettait fin à leur relation. Début 2020, quelques semaines seulement avant la Saint-Valentin, leur relation était tendue au point de rupture. Début février, la police fut appelée après que les pneus d'Anitra eurent été lacérés et les fenêtres de son appartement brisées. Des dommages dont les procureurs diraient plus tard que DeMarcus en était responsable. Pour les étrangers, il était le jeune soldat prometteur. Mais pour Anitra et ceux qui l'aimaient, les signaux d'alarme étaient partout. Et dans les jours précédant sa disparition, ces signaux ne firent que devenir plus difficiles à ignorer. Sur le campus, Anitra tentait de garder son sourire. Mais ceux qui la connaissaient le mieux pouvaient percevoir le poids qu'elle portait. Même lorsqu'elle chantait dans la chorale ou passait du temps avec ses amis, il y avait des moments où elle semblait distante. Ils diront plus tard qu'elle essayait d'aller de l'avant, de se concentrer sur son avenir, mais il était évident que la relation l'épuisait.
Pourtant, malgré tous les signaux d'alarme, personne n'aurait pu prédire ce qui allait arriver. La Saint-Valentin 2020 aurait dû commencer comme n'importe quel autre vendredi. Mais avant la fin de la journée, le silence autour d'Anitra allait déclencher une peur que sa famille et ses amis n'avaient jamais connue. Pour la plupart des gens, ce jour-là était une fête, synonyme de fleurs, de cartes et de dîners romantiques. Mais pour la famille d'Anitra, il allait devenir le jour où leur vie basculerait à jamais. La veille au soir, le 13 février, le déroulement exact de la journée n'est pas clair, mais nous savons que ce soir-là, Anitra assista à une fête où DeMarcus et un groupe de ses amis se rendirent également. Bien qu'elle soit venue à la fête avec quelqu'un d'autre, elle finit par partir avec DeMarcus et son ami, qui affirma les avoir déposés tous les deux à l'appartement d'Anitra. Puis, aux premières heures du 14 février, Anitra et DeMarcus allèrent manger dans un restaurant Waffle House local, arrivant vers 2h du matin. Ils y restèrent environ 30 minutes, puis se dirigèrent vers la maison de la tante de DeMarcus. Mais le lendemain matin, lorsque son père tenta de la joindre, les appels restèrent sans réponse. Les messages textuels ne furent jamais retournés. Au début, il aurait pu sembler qu'Anitra était simplement occupée ou prise par l'école ou ses amis. Mais à mesure que les heures passaient, ce silence commença à peser plus lourdement. Dès le lendemain, le 14 février, l'inquiétude s'était installée. Ses amis ne l'avaient pas vue, elle ne s'était pas présentée au travail. Un rapport de personnes disparues fut donc déposé et la panique grandit parmi ceux qui la connaissaient. Mais le même jour, le mystère entourant sa disparition s'épaissit. Quelques heures après qu'elle fut signalée disparue, sa voiture fut retrouvée avec des dommages récents sur Belle Avenue, non loin de son appartement. Le pare-choc manquait, et la voiture était éraflée et cabossée. Ce détail souleva immédiatement des inquiétudes, car quelques jours plus tôt, le 5 février, ses pneus avaient été lacérés. Pour ceux qui l'aimaient, le danger semblait se rapprocher. Les appels vers son téléphone continuaient de tomber directement sur la messagerie vocale. Pour son père, Christopher, l'angoisse grandissait d'heure en heure. Il connaissait sa fille et il savait que quelque chose n'allait pas. Bientôt, Anitra ne fut plus seulement une jeune femme qui ne répondait pas à ses appels. Elle était officiellement une personne disparue. Rapidement, les officiers de Fort Valley commencèrent à quadriller la zone, retraçant les pas d'Anitra. Ils interrogèrent DeMarcus, la dernière personne connue à l'avoir vue, qui affirma ne rien savoir de l'endroit où Anitra pouvait se trouver. Ayant appris qu'il avait été chez sa tante, ils lui parlèrent également et elle déclara avoir vu Anitra ce matin-là. Mais ce qui se passa ensuite restait un mystère. Ils interrogèrent amis et voisins et suivirent chaque piste. En quelques heures, l'affaire d'une jeune femme disparue s'était transformée en une recherche à grande échelle. La communauté se mobilisa rapidement. Des bénévoles commencèrent à chercher des signes de sa présence. Des avis de recherche furent affichés, des veillées furent organisées, et ses camarades de classe de Fort Valley State prièrent pour son retour en toute sécurité, tout en organisant leurs propres recherches. Mais à mesure que les heures s'étiraient en jours, l'espoir devenait plus difficile à maintenir. Le lundi 17 février, les efforts de recherche prirent une ampleur bien plus grande. Une équipe spéciale fut créée, réunissant le département de la sécurité publique de Fort Valley, le bureau du shérif du comté de Peach, la police de l'université d'État de Fort Valley, le bureau du procureur du comté de Bibb et le bureau d'enquête de Géorgie de Perry. Même la patrouille d'État de Géorgie se joignit aux recherches, envoyant un soutien aérien pour survoler les bois et les champs de la région. Le même jour, l'université d'État de Fort Valley publia une déclaration concernant la disparition d'Anitra, exhortant quiconque détenant des informations à se manifester. La communauté du campus était sous le choc. Il ne s'agissait pas seulement d'une étudiante manquant des cours, mais de l'une des leurs, une jeune femme connue pour son sourire, son talent et sa détermination. Son père publia également une déclaration ce jour-là, exprimant publiquement ce qu'il savait déjà dans son cœur, qu'il était inhabituel de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Il implora son retour en toute sécurité, demandant à quiconque sachant quoi que ce soit de se manifester. Pour un père, la pensée de perdre sa fille était inimaginable. Mais à ce moment-là, l'espoir commençait déjà à se heurter à la peur. L'équipe spéciale travaillait sans relâche, cherchant, interrogeant, suivant chaque piste. Alors que le soleil se couchait ce lundi-là, la communauté se préparait à ce que le lendemain apporterait. Le lundi soir, la recherche d'Anitra avait pris une nouvelle urgence. La police, le GBI et même les avions de la patrouille d'État de Géorgie exploitaient toutes les pistes possibles. Tout le monde était sur les nerfs. Les amis qui avaient l'habitude de la voir quotidiennement vérifiaient leur téléphone constamment, attendant des nouvelles qui ne venaient jamais. Les mots de son père, affirmant qu'il était inhabituel de ne pas être en contact, pesaient lourdement sur tous. Il avait toujours été proche de sa fille, surtout après la perte de sa mère des années auparavant. Il savait que quelque chose de terrible s'était produit. Les heures s'étiraient,
chacune remplie de plus de questions. À l'approche du mardi matin, le sentiment d'effroi grandissait. Tous espéraient qu'Anitra serait retrouvée saine et sauve, mais au fond de leur cœur, beaucoup craignaient déjà la vérité. Le 14 février 2020, Anitra Gunn, âgée de 23 ans, disparut. Dans les jours qui suivirent, une recherche intense balaya Fort Valley, en Géorgie. Mais à mesure que le temps passait, l'espoir commença à s'estomper, cédant la place à l'inimaginable. La quête d'Anitra s'était étendue tout au long du week-end et au début de la semaine, et chaque jour apportait plus de ressources, plus d'urgence et plus de peur. Puis, le mardi 18 février, les enquêteurs trouvèrent enfin ce qu'ils cherchaient. À ce moment-là, la recherche d'Anitra s'était étendue sur plusieurs comtés. Les autorités avaient ratissé les zones boisées des comtés de Peach et Crawford, et avaient même étendu leurs recherches aux comtés voisins de Taylor, après qu'un informateur anonyme eut signalé avoir vu DeMarcus Little sur une propriété de la région dans les jours suivant la disparition d'Anitra. La patrouille d'État de Géorgie s'était jointe aux efforts, envoyant des agents pour aider, tandis que Crime Stoppers annonçait une récompense pour toute information susceptible d'apporter enfin des réponses. Mais cet après-midi-là, vers 15h20, un adjoint du comté de Peach, fouillant près de la ligne entre les comtés de Peach et Crawford, découvrit quelque chose de caché sous les broussailles. C'était le corps d'une jeune femme. Ses traits correspondaient à la description d'Anitra. Elle avait été recouverte de bâtons et de débris jetés dans les bois comme si sa vie n'avait aucune importance. Mais elle comptait pour tant de monde. Pour sa famille, pour ses amis. Et à cet instant, l'espoir de la ramener vivante s'éteignit. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement et son père, Christopher, fut contraint d'affronter la réalité inimaginable de perdre sa fille. L'impact fut immédiat. À Fort Valley State, les étudiants se rassemblèrent, se serrant les uns contre les autres en pleurant, incapables de comprendre comment quelqu'un d'aussi plein de vie pouvait avoir disparu. Les professeurs et le personnel qui l'avaient vu grandir au fil des 4 années luttaient pour trouver les mots afin de réconforter leurs étudiants. Pour beaucoup sur le campus, c'était comme perdre un membre de leur propre famille. Anitra n'étant plus portée disparue, son père fut confronté à la tâche insupportable de préparer les funérailles de sa fille. Il avait imploré son retour en toute sécurité, gardé l'espoir qu'elle reviendrait à la maison. Et maintenant, il ne lui restait que des souvenirs. Son chagrin était également partagé par une communauté qui avait adopté Anitra comme l'une des leurs, à Fort Valley, pour sa famille et pour ses amis. La douleur était vive et profonde. Mais à côté du chagrin vint une demande de réponse. Quelqu'un avait pris la vie d'Anitra. Et les enquêteurs étaient maintenant déterminés à prouver qui en était responsable et comment cela s'était produit. Après la découverte du corps d'Anitra, celui-ci fut transporté au bureau d'enquête de Géorgie pour une autopsie. Au début, les enquêteurs restèrent prudents, attendant les résultats qui expliqueraient comment sa vie avait pris fin. Mais bientôt, les conclusions confirmèrent ce qu'ils avaient déjà soupçonné. La mort d'Anitra était un homicide. Le médecin légiste détermina qu'elle avait été tuée par strangulation manuelle. Ce fut un acte brutal et personnel qui ne laissait aucun doute sur le fait que quelqu'un avait intentionnellement mis fin à sa vie. Et ce seul détail changea complètement l'affaire. Il ne s'agissait plus seulement d'une femme disparue ou d'une jeune vie écourtée, mais d'un meurtre. Pour sa famille, la confirmation fut dévastatrice. Entendre le mot homicide associé au nom d'Anitra mit le cauchemar en lumière. Pour les enquêteurs, cependant, cela signifiait se concentrer sur un suspect, et leur regard était déjà tourné vers l'homme qui lui avait été le plus proche durant ces dernières heures, DeMarcus Little. Même avant la disparition d'Anitra, des signes troublants s'étaient manifestés dans sa relation avec DeMarcus. Rappelez-vous que le 5 février, seulement 9 jours avant qu'elle ne soit vue pour la dernière fois, la police avait été appelée après que quelqu'un eût lacéré ses pneus et brisé les fenêtres de son appartement. Les enquêteurs avaient rapidement lié cet acte de destruction à DeMarcus. C'était une indication précoce que leur relation était devenue volatile et cela donna à la police une raison claire de le surveiller. Après la découverte du corps d'Anitra et la confirmation par l'autopsie qu'elle avait été étranglée, cet acte de vandalisme antérieur prit une signification bien plus profonde. Pour les enquêteurs, ce n'était pas seulement une explosion de colère, mais une partie d'un schéma dangereux. Ils se trouvaient désormais face à une jeune femme qui tentait de s'éloigner d'une relation toxique, et un petit ami dont le comportement devenait de plus en plus alarmant. Les détectives commencèrent à retracer ces dernières heures. Anitra fut vue pour la dernière fois le jour de la Saint-Valentin avec DeMarcus, et après cela, son téléphone devint silencieux. Des amis confièrent à la police qu'elle leur avait parlé de son sentiment d'être contrôlée et manipulée, et les messages textuels récupérés par les enquêteurs confirmèrent ces dires. Des échanges remplis de jalousie, d'accusations et de menaces. Le soir du 18 février, quelques heures seulement après la découverte du corps d'Anitra, la police de Fort Valley interrogea à nouveau DeMarcus.
À 18h30 ce soir-là, il fut arrêté et incarcéré à la prison du comté de Peach. Officiellement, c'était pour l'agression du 5 février contre la voiture et l'appartement d'Anitra. Mais les enquêteurs étaient déjà convaincus que DeMarcus était responsable de quelque chose de bien plus grave, le meurtre d'Anitra. Il devait juste le prouver. Après l'arrestation de DeMarcus le 18 février, les enquêteurs continuèrent de travailler en coulisses. Les résultats de l'autopsie avaient confirmé qu'Anitra avait été assassinée, et sa mort étant officiellement classée comme homicide, l'orientation de l'affaire changea radicalement. Les détectives récupérèrent les relevés de son téléphone et découvrirent que sa dernière localisation connue se situait près de la maison de la tante de DeMarcus, le jour de la Saint-Valentin. Après cela, la trace disparut. Avec les données de téléphonie cellulaire combinées aux dommages matériels survenus quelques jours avant sa disparition, les enquêteurs commencèrent à percevoir un schéma qu'ils ne pouvaient ignorer. Fin février, les procureurs étaient prêts à agir. Un mandat d'arrêt pour meurtre fut émis, et DeMarcus, déjà incarcéré pour les accusations antérieures, fit désormais face à l'accusation plus lourde d'avoir tué Anitra. Les enquêteurs avaient également examiné ses déplacements après sa disparition, et un tuyau anonyme le situait sur une propriété du comté de Taylor. Ce détail ne fit qu'accroître leurs soupçons. Les équipes de recherche couvrirent cette zone, cherchant tout ce qui pourrait le relier à l'endroit où le corps d'Anitra fut finalement retrouvé. Et pièce par pièce, l'image se précisa. La chronologie, les preuves numériques, le schéma comportemental, tout désignait DeMarcus. Le 25 février 2020. Une semaine seulement après la découverte du corps d'Anitra, un grand jury du comté de Peach rendit un acte d'accusation contre DeMarcus Little. Il fut inculpé de meurtre avec préméditation, de meurtre aggravé, d'agression aggravée et de dissimulation de décès. L'acte d'accusation présentait clairement le cas de l'État. Le jour de la Saint-Valentin, DeMarcus avait étranglé Anitra, puis tenté de cacher son corps dans les bois du comté de Crawford. Pour les enquêteurs, l'acte d'accusation marqua un tournant. Ils étaient passés du soupçon à l'accusation, de la collecte de preuves à la préparation du procès. Mais pour la famille d'Anitra, l'acte d'accusation fut à la fois un soulagement et une nouvelle blessure. Cela signifiait que l'État progressait et que quelqu'un serait tenu responsable. Mais cela les força également à affronter la vérité qu'ils craignaient depuis longtemps, que la vie d'Anitra n'avait pas seulement été prise intentionnellement, mais que la personne accusée était l'homme en qui elle avait autrefois eu confiance. Le poids de cette trahison était quelque chose qu'aucun père ne devrait jamais avoir à porter. Ce qui avait commencé comme des murmures de suspicion était désormais écrit noir sur blanc. Les personnes qui avaient suivi chaque mise à jour parlaient moins d'espoir et plus de justice. Il y avait de la tristesse, certes, mais aussi une détermination à mener l'affaire à son terme. L'ambiance passa de la recherche de réponses à l'attente de la responsabilisation. Pour tous ceux qui aimaient Anitra, l'acte d'accusation rappelait qu'un procès approchait, et avec lui, des détails douloureux. Mais il y avait aussi le sentiment que les premières étapes avaient été franchies et que la voix d'Anitra, qui lui avait été volée, serait désormais entendue dans une salle d'audience. En mars 2022, plus de 2 ans après la mort d'Anitra, l'affaire contre DeMarcus Little fut enfin jugée dans le comté de Peach. La salle d'audience était bondée. Familles, amis, journalistes et membres de la communauté attendaient tous d'entendre comment l'État présenterait son dossier. Pour le père d'Anitra, Christopher, cela signifiait qu'il était assis à quelques mètres de l'homme accusé du meurtre de sa fille. Les procureurs ouvrirent avec une théorie simple mais dévastatrice. Le jour de la Saint-Valentin, après des mois de conflits croissants, DeMarcus avait étranglé Anitra lors d'une dispute. Ils soulignèrent la chronologie. Comment elle fut vue pour la dernière fois au domicile de sa tante, où il croyait que le meurtre avait eu lieu, comment son téléphone était devenu silencieux après cela, et comment il était devenu la dernière personne connue à l'avoir vue vivante. Le jury entendit parler de l'incident du 5 février, lorsque les pneus d'Anitra furent lacérés et les fenêtres de son appartement brisées. Ils entendirent parler des messages textuels qui révélaient une relation pleine de jalousie et de contrôle, et ils virent les conclusions de l'autopsie d'un acte que le procureur qualifia de délibéré et intime. Dès le début, l'accusation brossa le portrait d'une jeune femme essayant d'aller de l'avant avec sa vie et d'un petit ami qui refusait de la laisser partir. Et à mesure que les témoignages se déroulaient, ce tableau ne fit que se préciser. Lorsque ce fut le tour de la défense, DeMarcus prit la barre. Il admit avoir endommagé la voiture et l'appartement d'Anitra quelques jours avant sa disparition, mais nia l'avoir tuée. Il déclara au jury qu'il l'aimait, appelant Anitra son âme sœur, et insista sur le fait qu'il ne lui ferait jamais de mal. Ses avocats soulignèrent son service militaire et son absence de casier judiciaire, arguant que l'État n'avait pas prouvé qu'il était responsable de sa mort.
Mais à mesure que le procès avançait, le dossier contre lui ne fit que s'alourdir. Le lendemain de l'inculpation de DeMarcus, l'un de ses amis, Javon Abram, fut arrêté et accusé de dissimulation de décès et de fausses déclarations. Les procureurs affirmèrent que cela démontrait que DeMarcus n'avait pas agi seul après les faits et que quelqu'un l'avait aidé à tenter de cacher ce qui était arrivé à Anitra. Lors du procès, Abram témoigna contre DeMarcus, déclarant au jury que celui-ci lui avait avoué avoir tué Anitra dans un accès de rage après lui avoir dit qu'il l'aimait et qu'elle avait ri. Pour le jury, l'image se précisait. La violence, la dissimulation et la perte dévastatrice d'une jeune femme dont la vie avait été volée. Après une semaine de témoignages, le jury rendit sa décision. En mars 2022, DeMarcus Little fut reconnu coupable de meurtre aggravé dans la mort d'Anitra Gunn. Il fut acquitté du chef de meurtre avec préméditation, mais condamné pour les charges les plus lourdes. Le juge le condamna à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'était la peine la plus sévère disponible. Pour la famille d'Anitra, ce fut une mesure de justice, bien qu'aucune sentence ne puisse jamais la ramener. Mais dans cette salle d'audience, son père, Christopher, écouta la lecture du verdict. Il avait attendu plus de 2 ans pour entendre ces mots. Ce fut la fin d'un chapitre douloureux, mais le début d'un autre, une vie sans sa fille. Pour la communauté de Fort Valley, le verdict apporta un certain soulagement, mais aussi un chagrin persistant. Anitra n'était qu'à quelques mois de l'obtention de son diplôme universitaire, avec toute la vie devant elle. La décision du jury assura la responsabilisation, mais son absence laissa un vide qu'aucun verdict ne pourra jamais combler. Anitra Lashgun n'avait que 23 ans lorsque sa vie lui fut volée. Elle avait déjà enduré tant de pertes lorsque sa mère était décédée subitement. Mais elle avait refusé de laisser la tragédie la définir. Elle s'était investie dans ses études, sa musique et la communauté qu'elle avait trouvée à Fort Valley State. Elle était une fille qui rendait son père fier, une amie qui encourageait les gens autour d'elle, et une jeune femme qui méritait d'avoir la chance de réaliser tous ses rêves. En fin de compte, le tribunal a rendu justice. DeMarcus Little passera le reste de sa vie en prison pour ce qu'il a fait. Mais la justice, au sens légal, ne peut jamais réparer le mal. Elle ne peut pas rendre les appels téléphoniques restés sans réponse le jour de la Saint-Valentin, ni rendre à son père la fille qu'il chérissait. Ce qu'elle peut faire, c'est nous rappeler qu'Anitra comptait, que sa vie comptait, et que son histoire ne devrait jamais être réduite à un titre ou à un verdict. Lorsque nous prononçons son nom, nous honorons non seulement la tragédie de sa mort, mais aussi la beauté de sa vie, une vie pleine de promesses, d'amour et de possibilités. Et en nous souvenant d'Anitra, gardons sa lumière et laissons-la briller plus fort que l'obscurité qui a tenté de la faire taire. Puisse Anitra Lashgun reposer en paix.